Studio Balado. Sortir des codes de la masculinité ou de la virilité traditionnelle, ça ne fait pas de moi une personne féminine ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on peut être masculin ou viril de différentes manières. Je crois que la virilité, c'est une boîte qu'on te met sur la table et que tu décides d'ouvrir ou pas. Si t'as besoin d'un kit de construction facile de l'identité parce que t'as vite besoin de passer à autre chose, etc., et pas trop t'embarrasser avec toi-même, alors c'est pratique effectivement d'avoir un kit où tu dis, bon ok, alors faut faire comme ça, ok, j'y vais. Viril, Géraldine Jonkers, Studio Balado. Viril, le podcast qui interroge d'autres formes de virilité. Des histoires singulières, intimes et politiques. Épisode 3, Virilité queer. J'aurais aimé dès l'enfance pouvoir avoir la liberté d'être moi-même. Dès ma naissance, j'ai été enfermée dans un modèle dont j'ai mis du temps à me défaire. En tant que petite fille, je devais être sage, attentive aux besoins des autres et ne jamais déplaire. Contrairement aux garçons de mon âge, qui eux étaient encouragés à s'imposer, à se dépenser et faire preuve de force. C'était la norme. Aujourd'hui encore, même si les mentalités évoluent, il y a peu d'espace pour les petits garçons sensibles qui aiment le rose et ne veulent pas jouer au foot, ni pour les petites filles sportives qui ont besoin de se dépenser et se sentir libres dans l'espace public. Dans cet épisode, je rencontre Régis et Gian. Avec eux, une autre manière de vivre la virilité se dessine. Elle casse les codes, dépasse les stéréotypes pour se réinventer. Quand il va en soirée, Régis s'autorise à porter des jupes, du vernis à ongles et du maquillage. De son côté, Gian construit une virilité à son image, sensible et à l'écoute des autres. Je m'appelle Régis, je suis un garçon, un homme, noir, assez grand et costaud. J'ai 35 ans et aussi barbu, chauve. Je porte souvent des casquettes et voilà. Je m'appelle Gian, j'ai 41 ans, je mesure 1m67, je suis de corpulence svelte, relativement musclé mais pas trop. J'ai les cheveux longs, bouclés, bruns, j'ai une moustache, une barbe légère, j'ai des tatouages. Je porte des boucles d'oreilles. Voilà. Au fond, est-ce si important de se conformer aux injonctions de la virilité ? Et pourquoi, au nom de la normalité, imposer un rôle genré aux enfants ? Je suis l'aîné d'une fratrie de 3, donc voilà, on a toujours eu un rapport très sans problème et avec rien de particulier dans la domination, quoi que ce soit. C'était assez cool en fait. J'avais pas de problème à passer du temps tout seul. J'étais beaucoup avec ma mère. J'aimais bien porter des vêtements roses ou des choses comme ça. Et ma mère me le permettait. Mon père un peu moins, mais c'était toujours... même si on disait que j'étais féminin, je me sentais pas moins garçon que les autres. Voilà, j'étais vachement plus proche des filles que des garçons, clairement. Bien que j'avais aussi des copains garçons, hein, mais la plupart du temps, je me sentais toujours exclu du monde masculin, ou du monde des garçons, du monde des hommes. Et ouais, c'était pas quelque chose, mais ça me posait pas problème à moi. Je voyais que ça posait problème à peut-être à mon père, pour lequel j'étais pas assez viril justement, ou même à un jeune âge. Et déjà je comprends, enfin même après le recul, je pense que je me demande pourquoi on exige ça d'un enfant, enfin que ce soit un garçon ou une fille, qu'il soit masculin ou féminin, et que ce soit aussi important d'être casé dans quelque chose. J'étais enfant unique pendant longtemps, tu vois, et c'était moi l'aîné, donc j'ai pas pu me comparer à mes frères et sœurs. Je pense qu'il y a des gens qui sont confrontés à cette réalité de genre très très tôt, parce que tu nais dans une fratrie ou une sororité, du coup t'as une place, et ta place elle est pas la même, en fonction de si t'es un garçon ou une fille. J'ai pas été confronté à ça. Après, je pense que oui, assez vite, ça a été assez clair, parce qu'en tant que fille, on était beaucoup plus sur mon dos que les garçons.
En fait, les garçons leur foutaient la paix, ne serait-ce que pour jouer tard le soir, en termes de ce qui était autorisé ou de ce qui était considéré comme vulgaire ou pas approprié. J'avais plus de limitations et j'avais plus de réprimandes ou de regards avec les gros yeux pour en dire limite, limite. Et tout ça, c'est des limites insidieuses, mais je sentais qu'en tout cas, le poids du regard était beaucoup plus présent sur mon comportement et beaucoup plus sujet à la réprimande que envers les garçons. Après, une anecdote que j'aime bien, c'est ma mère qui me l'a racontée, moi je m'en souviens pas, mais apparemment quand j'avais 6 ans, on était en terrasse d'un café et je regardais les filles qui passaient. Et puis il y avait une fille de 19 ans qui est passée, puis je dis « Oh maman, regarde, quand je serai grand, je me marierai avec elle. » Et du coup, elle m'a dit « Mais non, mais tu peux pas. C'est les garçons qui peuvent se marier avec les filles. » Et voilà, là, il y a eu 3 petits points to be continued. Ça a été le début d'un long process après de me dire « Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Mais comment on résout ça ?» Mais alors, comment être soi quand on n'est pas à sa place ? Mais moi, je me suis toujours senti bien, en fait. Et j'étais toujours... j'ai toujours eu une bonne image de moi-même et... je pense que j'étais suffisamment valorisé dans un sens c'est vrai que c'était compliqué parfois à l'école, dans les jeux, etc. où je me sentais pas forcément à ma place à jouer au foot mais j'étais pas forcément non plus à ma place à jouer qu'avec des filles. Du coup, je me sentais toujours différent, exclu de quelque chose. À un moment donné, j'ai voulu faire de la musique. Mon père, il m'a dit non, tu vas pas faire de la musique, tu vas faire du basket ou du foot. Ça m'a beaucoup heurté, j'ai dit mais pourquoi ? Et j'ai trouvé ça très injuste et j'ai refusé, j'ai pas voulu faire du foot ou du basket. Donc j'ai pas pu non plus faire de la musique. Du coup, là, ça m'a fait poser beaucoup de questions par rapport à ce que mon père voulait que je sois et que j'ai jamais été, que je ne serai jamais. Du coup, c'est à ce moment-là que ça a commencé à être compliqué entre lui et moi. Pour lui, c'était inenvisageable que je sois aussi sensible, disons. Et que être sensible, c'est pas quelque chose de valorisant à son sens, je pense. J'ai grandi en tant que petite fille, donc ma relation à la virilité, elle était soit observée, je sais pas si elle était ressentie, en tout cas elle était observée, j'étais plutôt spectateur de la virilité. Je me considérais pas comme concerné à l'époque. Après, à savoir que j'étais très très jeune dans le sport. Dès l'âge de 4 ans, je suis rentré dans le sport, dans le monde du sport, d'abord par la gymnastique, après par l'athlétisme, le karaté, et j'ai continué un peu toute ma vie. Du coup, j'avais un corps athlétique. Ma relation à la virilité, c'était, je dirais, essentiellement mon père, en fait, finalement. Oui, puis les garçons de l'école, les garçons au sport. Je me souviens avoir une relation avec le hockey sur glace, à essayer de faire du hockey sur glace et pas pouvoir parce qu'effectivement il n'y avait pas de catégorie filles et les filles faisaient du patinage synchronisé et les garçons faisaient du hockey sur glace. Et alors, il y a un endroit où ça s'est un peu joué là au niveau identitaire, où j'ai essayé d'entrer en compétition. Je m'imposais les dimanches dans les moments libres pour pouvoir faire de la compétition avec les garçons. C'était les endroits où je pouvais trouver des moments d'alignement, où je pouvais m'évaluer, évaluer ma propre puissance, ma propre arrogance par rapport aux autres garçons, mais c'était quand même assez limité. Et je crois que l'enjeu entre nous, c'était ça, c'était le sport et les filles. J'ai grandi dans 3 pays différents et avec plein de choses, plein de propositions différentes. Enfin, je suis né au Rwanda, puis j'ai vécu au Kenya et aussi la culture africaine aussi. La culture africaine était aussi très normative. L'homme avait un rôle, la femme avait un rôle comme ça et là-dedans je me suis jamais retrouvé. Je me suis jamais retrouvé dans ce schéma-là. Dès la plus petite enfance, je me disais que dans ma tête, je n'allais pas grandir là, en fait. Que j'allais jamais... Parce que je ne me voyais pas survivre dans une société comme ça. Et c'était un peu un fantasme comme ça, où je disais à mes copains que j'allais partir vivre en France, à Paris. La vie a fait que je suis parti de l'Afrique, mais c'était un truc vraiment ancré dans ma tête, parce que je me disais que
vivre en Europe ou vivre en dehors dans une autre société serait beaucoup plus facile pour moi. Et voilà, je suis arrivé en Belgique à 11 ans où j'ai atterri dans la Cambrousse, à Libramont, où c'était pas forcément voilà, la joie non plus, c'était une région très rurale et où j'ai passé toute mon adolescence. Et c'était vraiment voilà, c'était une petite ville très blanche. Voilà, moi et mon frère, et j'avais un cousin, deux cousins, et on était les seuls noirs de l'école, par exemple. Et j'ai pas tellement souffert, mais c'est juste qu'aussi là, ce truc-là a continué où c'était les garçons jouaient au foot, vraiment c'était un peu ça, et c'était la virilité. Il fallait jouer au foot, conduire des voitures, ou conduire des quads, voilà, se bagarrer dans les fêtes, etc. Et du coup là, c'était aussi un coup dur où je me suis dit, à partir de 14-15 ans, je me suis dit il fallait que je parte de là-bas, il fallait que j'aille vivre en ville parce que je me voyais pas non plus grandir là. C'était aussi un peu un enfer comme ça, et il fallait en sortir. Le mythe viril n'a pas seulement nourri la misogynie, mais aussi la xénophobie, le racisme, l'esclavagisme, l'homophobie, le fascisme, et toutes les formes d'exploitation et d'anéantissement de l'homme par l'homme. Tant et si bien qu'on ne devrait pas dire « les hommes ont toujours opprimé les femmes », mais une partie des hommes a toujours opprimé les femmes et une autre partie des hommes. Seuls sont reconnus comme hommes les représentants du sexe masculin, conformes au canon viril. Les autres sont rejetés dans l'inframonde des sous-hommes. Olivia Gazalet, le mythe de la virilité. Vous écoutez Viril, un podcast de Géraldine Jonkers et du studio Balado. Régis affouille vers la ville et tente de trouver sa place. Gian a vécu une partie de sa vie assignée femme. Entre recours aux archétypes de la virilité et déconstruction, il a petit à petit pu découvrir sa propre masculinité et a appris à aimer son corps. J'ai commencé ma transition, on va dire techniquement, hormonalement, à l'âge de 30 ans. Du coup, j'ai découvert la masculinité en même temps que le vieillissement. Et donc, j'ai dû assumer une position d'homme dans ce monde qui est profondément marqué par le sexisme. Et donc j'ai dû analyser, décrypter ma position, qu'est-ce qui me mettait à l'aise, qu'est-ce qui me mettait pas à l'aise. Ça n'a pas été inné, ça n'a pas été spontané et un geste de cœur. C'était quelque chose que j'ai dû apprendre, et pour l'apprendre, j'ai dû le comprendre. Au départ, je suis allé vers des stéréotypes fatalement, parce qu'il y avait un problème de légitimité, de reconnaissance. C'était ça mon souci premier. C'était pas... Au départ... J'étais loin des questions de bien-être, j'étais dans des questions d'urgence sociale et du coup liées à ce que on me reconnaisse et on m'identifie. Et ça, j'ai commencé à l'affirmer par des éléments extérieurs, on va dire. Et ces éléments extérieurs, ils étaient empruntés aux références communes, au patrimoine commun, à la culture générale, comme tout le monde, aux films, aux représentations, aux archétypes. Je vais faire un parallèle, c'est que j'ai commencé la danse quand j'avais 37 ans. Pourquoi je fais un parallèle ? Parce que quand j'ai commencé à danser, j'ai d'abord commencé à faire ce que je croyais être de la danse. Je savais pas ce que c'était que moi danser spontanément, puisque j'avais toujours observé la danse. Tu vois, je n'avais pas été danseur. Et donc du coup, j'ai d'abord commencé par mimer des gestes de danseur, sauf que j'avais pas 10 ans, 20 ans d'école derrière, et du coup, quand moi j'essayais de le faire, c'était ridicule. Et donc j'ai dû d'abord déconstruire ce que je croyais être de la danse, j'ai dû déconstruire ce qu'étaient les attitudes, la posture, toutes mes croyances en fait, qui étaient basées sur des peurs. Et ensuite, j'ai pu me laisser aller à ma propre danse, ma propre écriture, qui était vulnérable, qui était unique, qui était sensible, qui était multiple, qui était infinie, et sur laquelle je devais poser un regard bienveillant et non pas jugeant en termes de c'est beau, c'est laid, par rapport à des références que j'avais vues qui étaient peut-être limitées au ballet classique, au hip-hop, au contemporain. Mais pour la masculinité, je dirais que c'était pareil. Au départ, j'ai d'abord utilisé les codes communs. J'ai été puisé dans des références qu'on connaissait, j'ai emprunté des attitudes à des acteurs, à des mecs dans des pubs, à des gars à l'école, ce genre de choses. Et puis... après quelque temps, je me suis trouvée ridicule. Parce que moi, j'avais pas grandi avec cette culture-là, et il y avait plein de choses là-dedans pour lesquelles j'avais pas d'affection non plus. C'était pas mon identité.
Mais j'ai dû apprendre à aimer mon propre corps, mes propres gestes. Et pour ça, il a fallu du temps, de la place. Quand j'étais plus petit, j'étais assez maigre comme ça, très chétif comme ça, et je me rappelle que ma grand-mère pensait toujours que j'étais malade ou que j'étais pas en bonne santé parce que j'étais assez fin, quoi. Et plus tard, mais à l'adolescence, j'ai réalisé que j'avais un corps assez musclé comme ça, mais sans vraiment faire d'efforts, et j'avais un physique, oui, assez imposant, et en grandissant, ça a continué comme ça. Voilà, je suis un garçon homosexuel, mais oui, quand je marche dans la rue, il y a personne qui m'apostrophe pour ça, et voilà, il m'arrive de sortir d'une fête où je suis allé maquillé, où j'ai mis des paillettes partout, où j'ai du vernis, où je peux être habillé en jupe. Il m'est déjà arrivé d'avoir des bandes de mecs comme ça qui traînent dehors à 6h du mat, qui reculent en me voyant, qui ouvrent le trottoir comme ça, qui me laissent passer, alors qu'il y a d'autres personnes qui à ma place se feraient agresser, mais moi il y a des gens qui peuvent avoir peur de moi en me croisant dans la rue, ou du moins être impressionnés, quoi. Mais du coup j'en joue aussi pour montrer aux gens que si je suis une personne virile, je peux être une personne virile tout en étant, je mets du vernis, ou je mets du maquillage, ou sortir des codes de la masculinité ou de la virilité traditionnelle. Ça ne fait pas de moi une personne féminine ou quoi que ce soit, c'est juste que on peut être masculin ou viril de différentes manières. La seule manière de se faire accepter, c'est de dire « je suis et c'est comme ça ». Et en fait, pour que la société me foute la paix et m'accepte tel que je suis, j'ai dû aussi apprendre les codes de l'autorité. Voilà, c'était ça mon outil de défense premier, ça a été d'arrêter de demander de m'accepter dans le monde des hommes, ou de m'accepter en tant qu'homme, ou de m'accepter en tant qu'homme sensible, ou en tant qu'homme lunaire, ou en tant qu'homme avec les longs cheveux, avec des boucles d'oreilles, avec d'autres critères, en fait, tout simplement. En tant qu'homme maghrébin aussi. Et de dire je suis et c'est comme ça. Et là, oui, on a commencé à m'accepter et à me respecter. Parce qu'on écoute et on respecte les gens qui s'affirment dans cette société. Et c'est très viril. Ça peut l'être. Mais il n'y a pas que les hommes qui utilisent cet outil pour s'assumer, heureusement. En fait, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si c'est viril ou si tout simplement c'est un outil de pouvoir et qu'on apprend les outils de pouvoir plutôt aux hommes. Je trouve pas que le fait de s'affirmer en soi ce soit ni masculin ni féminin. Tout le monde ayant un fort caractère s'affirme, point. Après, c'est des outils, les outils d'affirmation et les outils de pouvoir, dont la colère, dont l'autorité, dont plein d'autres choses, sont autorisés aux garçons et sont réprimés chez les petites filles. De façon à ce qu'on ne se sente pas légitime, ou on se sente de trop ou dérangeante si on utilise ces outils-là. Régis est éducateur spécialisé auprès d'enfants placés dans le cadre de la protection de la jeunesse. Disons que c'est une suite logique de mon existence parce que je n'ai jamais été dans les normes et on est au service des autres, on prend soin des autres, etc. Mais oui, a priori, l'homme ne fait pas ça, mais moi je vois pas pourquoi. Et je trouve ça justement plus enrichissant quand il y a un mélange des genres, quoi. Mais je suis assez fier de faire mon travail. Et j'ai beaucoup parce que voilà, j'y ai une place particulière et les gens me le rendent bien. Et quand tu vois chez les gamins dont tu t'occupes des comportements sexistes ou machistes ou un peu trop virils, comment tu gères ça ? C'est très étrange parce que ce soit les petits garçons ou les petites filles, en fait, il y a des codes comme ça de la masculinité et de la féminité qui sont un peu ancrés comme ça en eux dès le plus jeune âge. Et c'est bizarre à expliquer, mais alors que parfois il y a des enfants qui, a priori, ils ont pas moi je m'occupe d'enfants très petits, quoi, mais ils ont
pas forcément vécu grand-chose, mais déjà dans le système, à l'école, je pense qu'il y a des choses dans la cour de récré qui arrivent très vite. J'entends beaucoup de petits garçons qui disent « Ah, c'est un truc de fille » ou inversement, quoi, mais je sais pas d'où ça vient. Et du coup, j'ai déjà eu des remarques, par exemple, de petites filles j'arrive, j'ai du vernis sur les ongles, et puis elles me disent « Ah, mais non, c'est un truc de fille, c'est pas un truc de garçon. » Et je leur dis « Bah oui, moi je suis un garçon et j'ai du vernis sur les ongles. Et quoi ?» Et je trouve ça assez anxiogène que des enfants doivent réfléchir à ce genre de questions aussi jeunes, en fait. Justement, c'est le moment de découvrir qui on est, d'explorer les choses à travers le jeu, etc. Et c'est pas... voilà. Et on les met déjà dans des cases très petits. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Et c'est ça il y a des choses qui peuvent s'ancrer très vite ou des choses traumatisantes. Quand il y a des garçons, des filles qui sont assez différents, comme moi, je l'étais quand j'étais enfant, disons, et ça peut être aussi traumatique de se faire imposer un comportement aussi jeune, quoi. Je crois que la virilité, c'est une boîte qu'on te met sur la table et que tu décides d'ouvrir ou pas, tu vois. Et si t'as besoin d'un kit de construction facile de l'identité parce que t'as vite besoin de passer à autre chose, c'est-à-dire ta carrière, combien d'argent tu vas gagner, etc., et pas trop t'embarrasser avec toi-même, alors c'est pratique effectivement d'avoir un kit où tu dis bon ok, on va faire comme ça, ok, j'y vais. Après, on n'a pas tous ce profil-là, il y en a qui se posent des questions. Moi j'ai eu la chance de grandir dans les années 80-90 où il y avait d'autres modèles, hein, tu vois, mes modèles quand j'étais plus jeune il y avait Kurt Cobain, il y avait, tu vois, c'était vraiment la déconstruction, presque l'adolescence rebelle qui réagissait contre le père violent, le père alcoolique, etc. Il y avait beaucoup ça dans les clips, les hommes avaient les cheveux longs, enfin c'était une autre construction. Et puis aussi, dès que t'es un peu sensible, comme les jeunes aujourd'hui sont sensibles aux questions climatiques, et ben nous on était sensibles aux questions de genre et aux questions raciales. Et du coup, il y avait toute une réflexion sur le féminisme, sur le patriarcat et tout. Et donc tu choisis un petit peu quel outil tu vas utiliser pour t'orienter dans la société. Est-ce que c'est des outils de profit basés sur l'exploitation des autres et alors la virilité, bah c'est génial. C'est un super outil pour faire ça. Ou alors, est-ce que tu as envie d'être plutôt dans un comportement social, de grandir avec les autres, en communauté, etc. Et alors, à ce moment-là, il faut apprendre à, justement, ne surtout pas utiliser ces outils-là et à développer d'autres pour pouvoir continuer à vivre en collectivité, à construire une intelligence collective, quoi. Diane et Régis déconstruisent le concept de virilité pour dépasser l'injonction à la domination. Ils s'autorisent à être eux-mêmes, à s'inventer et se réinventer au-delà du carcan de la virilité. Viril est un podcast de Géraldine Jonkers, produit par le Studio Balado. Réalisation et production, Michel-Ange Vinti. Musique originale et mixage, David Federman. Illustration, Patrick Rousse. Vous pouvez nous contacter via le site www.studiobalado.com ou via les réseaux sociaux du Studio Balado. Abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute.